La lutte contre les comportements sexistes et le harcèlement sexuel est plutôt plus que jamais d'ordre du jour. C'est avec Marlène Schiappa que nous sommes aujourd'hui, qui est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, ou plutôt les femmes et les hommes. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Une affiche hier à Béziers, une campagne d'affichage qui montre une femme ligotée sur les rails d'un chemin de fer, hurlant à l'approche d'un train à vapeur, et ce commentaire en lettres capitales: avec le TGV, elle aurait moins souffert. En gros, Monsieur Ménard, qui est le maire de Béziers, réclame l'arrivée du TGV dans sa bonne ville. La polémique bat son plein, vous allez réagir en justice ? Alors moi, j'ai réagi en interpellant le préfet, puisque c'est le rôle du préfet, notamment de maintenir l'ordre et veiller aux troubles à l'ordre public. Là, il est manifeste qu'il y a quelque chose de problématique. J'ai été saisie par des milliers de citoyennes et de citoyens de Béziers et d'ailleurs, et le préfet, a décidé d'en faire appel au procureur, de le saisir, et le procureur a décidé d'ordonner une enquête. Donc il y a une instruction qui est en train d'avoir lieu. Une enquête préliminaire. Absolument, pour voir s'il pouvait y avoir des sanctions contre cette affiche. D'accord. Affiche ignoble pour vous ? Bien sûr, moi je trouve que c'est indigne. Là, on n'est pas dans de la création. Robert Ménard, c'est un élu de la République. Ça lui donne des obligations. Alors qu'on combat les violences envers les femmes, on ne peut pas comme ça faire la promotion, dire voilà une méthode pour tuer quelqu'un plus vite, alors qu'il y a des femmes qui ont déjà été tuées de cette manière ces dernières années. Alors, vous travaillez sur un projet de loi contre le harcèlement sexuel. Quand est-ce qu'il sera présenté, ce projet de loi ? En 2018, je co-présenterai... alors quand, on ne sait pas encore, puisqu'il y a un arbitrage en cours par le Premier ministre. Le Premier ministre a fait état du premier semestre 2018. C'est une loi citoyenne. Donc nous consultons... Vous co-présenterez, ça veut dire quoi ? Je co-présenterai avec la garde des Sceaux. Nous le présenterons toutes les deux ensemble, puisque ça concerne la justice, bien évidemment, et l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes sur la même longueur d'onde ? J'ai pas l'impression. Bien évidemment. Si. Sur quoi ? Non, mais sur la réponse à apporter. Le harcèlement sexuel, évidemment, vous condamnez toutes les deux. Oui. Mais c'est surtout les réponses à apporter. Est-ce que vous avez la même approche ? Oui, je pense. Alors, la même approche, on a des sensibilités différentes. Moi, je m'occupe de l'égalité femmes-hommes avec une sensibilité féministe. La garde des Sceaux, c'est la garde des Sceaux. Donc, elle est aussi garante de la magistrature, etc. Donc, il y a des sensibilités différentes. Mais c'est ça qui fait que nous aurons, je pense, à terme, un projet de loi riche, concret et qui fasse consensus pour abaisser le seuil de tolérance aux violences sexistes et sexuelles. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle de 3 points de ce point de vue. D'abord, le premier point, c'est celui du consentement sexuel, qui a fait couler pas mal d'encre ces dernières, avec des décisions de justice à la clé d'ailleurs, ces dernières semaines. Il est question d'un âge irréfragable de non-consentement sexuel, 13 ans ou 15 ans. Le président de la République, je crois, s'est plutôt prononcé pour 15 ans. Absolument. C'est une loi citoyenne, donc nous associons. Il y a ça veut des dire gens. Quoi, une loi citoyenne ? Alors ça veut dire que nous faisons. Non, nous faisons une loi qui part du terrain, comme l'esprit de La République en marche, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers du Tour de France de l'égalité. C'est des éléments de langage, ça. Ah non, pas du tout. Hier, j'étais avec. Je vous donne un exemple. Vous avez déjà vu une loi qui part pas du terrain, vous ? Oui, je vous donne un exemple. Hier, j'étais avec les délégués aux droits des femmes de toute la France, des régions, qui sont venus à Paris rendre compte de ce qui s'est dit dans ces ateliers d'écriture de la loi du Tour de France de l'égalité. Eh bien, il y a des propositions qui sont portées, qui sont extrêmement intéressantes 13 ou 15 ans. Renforcer. Alors, la plupart du temps, on nous dit 15 ans. Le sentiment de l'opinion publique majoritaire, me semble-t-il, c'est plutôt d'être sur la ligne de 15 ans, ce qui était ma ligne dès le départ. C'est votre ligne aussi ? Absolument, moi je l'ai indiqué dès le début. Elle, au début, elle a indiqué que sa ligne était plus 13 ans, mais qu'elle était ouverte au débat. Et donc, le débat se poursuit. Là, ça n'est pas tranché et les parlementaires auront bien sûr le fin mot. Alors, vous êtes très jeune, mais vous vous souvenez d'une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre au tournant des années 60, à la fin des années 60 plutôt d'ailleurs, l'affaire Gabriel Russier. L'affaire Gabriel Russier, c'est l'histoire d'une enseignante, une professeure, qui avait une trentaine d'années et qui était tombée amoureuse, mais d'un amour vrai, avec un jeune homme qui avait 16 ans. Ça avait défrayé la chronique à l'époque, puisque à l'époque, en plus, enfin, à 16 ans, on était déjà mineurs, on était aussi mineurs, mais on était encore mineurs beaucoup plus longtemps à l'époque, jusqu'à 21 ans. Elle s'est suicidée, cette femme, après la rupture. Le président de la République de l'époque avait récité Éluard devant les journalistes. Est-ce qu'on ne peut pas être amoureux, quand on a une trentaine d'années, même plus, de quelqu'un qui a 13, 14, 15 ans ?
C'est une vraie question que vous posez, qui est une question quasiment philosophique. D'abord, dans le cas que vous mentionnez, le jeune homme avait 16 ans, donc j'observe qu'il était au-delà de la majorité sexuelle, donc il n'aurait pas été concerné par cette loi. Qu'il soit un garçon n'est pas le sujet, parce qu'il y a des garçons aussi victimes d'abus sexuels, donc pour moi, qu'il soit un garçon n'est pas le sujet, mais qu'il soit majeur sexuellement est un sujet. On peut effectivement être amoureux, l'idée c'est de poser un interdit dans la société. Ce qui fait une civilisation, c'est qu'il y a des interdits, tous les anthropologues et les ethnologues l'expliquent, ce qui crée la civilisation, ce sont des interdits. Par exemple, il y a l'interdit de l'inceste et il y a l'interdit des rapports sexuels avec des enfants. On n'a pas de rapports sexuels avec des enfants. Il n'y a pas d'outils et de véhicules judiciaires aujourd'hui qui permettent à des magistrats de dire quand vous avez des rapports sexuels à 11 ans, puisque ça a été à l'ordre du jour, eh bien, de toute manière, c'est un viol, puisque vous ne pouvez pas avoir la conscience peut-être complète de ce que vous faites. Alors, il y a des outils, mais qui ne sont pas suffisants, sinon il n'y aurait pas eu ces condamnations. Ces non-condamnations. Ces non-condamnations. Enfin, je ne peux pas qualifier en tant que membre de gouvernement des décisions de justice, mais il n'y aurait pas eu ces affaires. Ce qu'on observe, c'est qu'actuellement, en droit français, vous n'avez pas le droit d'avoir un rapport avec quelqu'un qui a moins de 15 ans. Mais si le viol n'est pas prouvé, et en droit français, un viol, c'est une pénétration sous menace, surprise ou contrainte. Il y a des conditions. Si menace, surprise, contrainte ne sont pas prouvées, eh bien, ça peut être requalifié en atteinte sexuelle. Nous voulons justement faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y ait un rapport sexuel avec un enfant, on ne débatte jamais de la menace, de la surprise, de la contrainte, du consentement, que ce soit condamné comme un viol. Sera acquis et figurera dans la loi. À ce point-là, figurera dans la loi, absolument. Deuxième chose que dont je voudrais parler avec vous, c'est quelle est la différence entre un harcèlement sexuel qui est justement qualifié et puis une interpellation, par exemple dans la rue, une femme qui se fait siffler. Madame Rossignol, qui vous a précédé dans le ministère, dit on ne peut pas tout judiciariser. Elle a raison ou pas ? Bien évidemment, c'est ce que nous disons aussi. Moi, je me suis déjà exprimée en disant que pour moi, un sifflement isolé une fois, par exemple, ne me semble pas, à titre personnel, faire partie du harcèlement de rue. Une jeune femme qui se fait ennuyer sur son lieu de travail, mais sans qu'il y ait vraiment de violence, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est un vrai sujet. Il peut y avoir des violences sexuelles, et là, on est dans un débat sémantique, sans qu'il y ait violence forcément. Ça peut être aussi la contrainte, absolument, l'emprise, etc. En ce qui concerne le harcèlement de rue, j'ai installé un groupe avec 5 députés d'horizons différents politiquement, de groupes politiques différents, qui sont en train de plancher pour définir ce que sera le harcèlement de rue ou outrage sexiste. Il y aura une définition du harcèlement de rue. Voilà, qu'on appellera peut-être outrage sexiste. Il y aura une définition qui permettra justement aux forces de l'ordre de verbaliser, d'une part, en flagrant délit. Mais il faut que les forces de l'ordre soient là aussi. Il faut qu'ils soient là. Et d'autre part, l'idée, c'est aussi que cette loi ait une valeur pédagogique, qu'on puisse faire en sorte de dire... Une femme qui se fait ennuyer dans un couloir de métro, il n'y a pas de force de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe ? Ennuyer, c'est-à-dire quelqu'un qui la harcèle, c'est-à-dire qui lui fait pression sans qu'il y ait violence manifeste. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, par exemple, suivre une femme pendant plusieurs rues ou lui demander 25 fois son numéro de téléphone ou la suivre dans les couloirs du métro ostensiblement, rentrer dans son espace intime en lui parlant à quelques centimètres, l'intimider, etc. Ça, c'est du harcèlement de rue, c'est de l'outrage sexiste. Ça, c'est de l'outrage sexiste. Absolument. Alors ça relève de la correctionnelle ou ça relève des... Ça relève d'une amende immédiate. L'idée, c'est de pouvoir verbaliser, d'aller vers une amende et que les forces de l'ordre... Si les forces de l'ordre ne sont pas là. Alors, ils ne seront pas là à chaque fois. L'idée, justement, c'est d'abaisser le seuil de tolérance de la société à ce harcèlement de rue, d'amener avec ces débats tout le monde à s'interroger sur ces pratiques, à dire qu'on les condamne et surtout dire que les lois de la République interdisent d'intimider les femmes dans l'espace public. Ce n'est pas le bon droit du tout venant d'aller intimider, interpeller les femmes quand elles sont dehors. C'est pas pour ça qu'il n'y en a pas. Mais évidemment, les meurtres également sont interdits, mais l'idée, c'est de dire fermement que c'est interdit, parce que personne ne dit « j'ai le droit de cambrioler, c'est mon bon droit ». En revanche, on entend des gens dire « j'ai le droit de suivre les femmes dans la rue, c'est mon bon droit ». Donc là, l'interdit n'est pas assez clairement posé pour le moment. On le sait, les femmes qui en sont victimes se plaignent. Souvent, les forces de l'ordre ne sont pas préparées à ça, si vous voulez, à ces discours-là, en disant, parfois elles prennent ça, les forces de l'ordre, un peu à la légère, ou elles ne donnent pas suite. Est-ce qu'il va y avoir une formation ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors d'abord sur le constat, je ne partage pas entièrement. Je pense que la plupart du temps, les policières et les policiers font un travail qui est quand même à saluer sur ces sujets, justement en se prenant, en étant en première ligne pour recueillir les témoignages, pour instruire, pour prendre les plaintes, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, il faut que nous renforcions la formation, et c'est ce que le président de la République a annoncé le 25 novembre en disant que nous allons renforcer les missions de la MIPROF, la mission interministérielle
interministériel de protection des femmes qui est en train de former d'ores et déjà des policiers municipaux, des gendarmes, des professionnels de santé pour qu'il y ait des détections plus rapides et plus systématisées des violences sexistes et sexuelles. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, c'est ce que le président de la République a annoncé. Alors, la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Vidal, a annoncé qu'il y aurait des cellules dans toutes les universités, enfin c'est son vœu, justement d'alerte. Mais qui est-ce qui va occuper ces cellules? Qui va précisément jouer ce rôle-là dans les universités? C'est elle qui est en train de les installer avec les universités. Moi, ce que je voudrais relever, c'est que véritablement, elle a pris ce sujet à bras-le-corps, de la même manière que la ministre de la Culture, qui est allée dans les écoles supérieures d'art pour leur demander de mettre en place des chartes contre le harcèlement sexuel, et que la ministre de la Santé, qui est en train également de travailler contre les agissements sexistes dans le monde de la santé. Également les partis politiques, puisque j'ai reçu notamment Benoît Hamon hier, qui veut mettre en place des chartes dans son mouvement politique contre le harcèlement sexuel. Donc j'observe qu'il y a une prise de conscience généralisée de toute la société pour lutter, pour lutter partout dans tous les secteurs contre le harcèlement sexuel. Que faites-vous sur la prescription? Puisqu'on sait que ça, c'est un problème majeur. C'est un problème majeur. Les crimes sexuels sont prescrits au bout de, aujourd'hui? Alors, les crimes sexuels sur mineurs sont prescrits au bout de 20 ans. Et l'idée, justement, c'est sur majeur, je crois que c'est 10 ans, mais à vérifier. Puisque nous, on est vraiment concentrés sur les crimes sexuels sur mineurs. Et là, on parle de viol, pas d'agression sexuelle. Les agressions sexuelles, on est sur quelques années. Donc, l'idée, c'est quoi, alors? Notre objectif clair, c'est d'allonger les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs, de les passer de 20 ans à 30 ans. Ensuite, on peut avoir un débat citoyen sur l'allongement général des délais de prescription pour les agressions sexuelles, etc. Mais on le conduit aussi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est une loi citoyenne. Donc, on ne peut pas préjuger de ce qu'il y aura dans cette loi citoyenne. Mais il y aura un allongement de la prescription. Un allongement des délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs, oui, jusqu'à 30 ans. Pour le reste, on est en train de consulter et d'associer très largement pour voir ce que l'on garde. Parce qu'on voit bien que la parole, qu'il soit mineur ou pas, que la parole des victimes se libère tardivement. Oui, elle peut se libérer tardivement. Parfois, elle se libère tout de suite. Parfois, il y a ces phénomènes de mémoire traumatique qui font qu'il y a une dissociation. Et Flavie Flament l'a très bien expliqué dans son livre La Consolation. Il y a une dissociation, on oublie, et ensuite, d'un coup, un jour, ça revient. Et il y a un autre phénomène dont on parle peu, c'est que simplement, parfois, des gens qui ont subi des violences sexuelles dans leur enfance veulent attendre de se reconstruire avant de pouvoir aller déposer des plaintes. Absolument. Les soupçons qui pesaient sur l'Église aujourd'hui, est-ce que se sont atténués? Est-ce que les affaires, la parole se libère là aussi? Moi, j'observe que la parole se libère partout. Vous savez, je suis élue de la Sarthe. Il y a eu une affaire dans la Sarthe très récente, il y a à peine quelques années, justement, dans lesquelles un prêtre a été mis en cause. La parole s'est massivement libérée. Il y a des associations de parents et de victimes qui se sont montées. Donc j'ai le sentiment, effectivement, que la parole se libère partout, là, dans tous les secteurs. Et comment faire pour que les procès ne soient pas des procès médiatiques, quand on n'a pas la preuve de... Mais ça, c'est un vrai enjeu. Moi, parce je pense que vous savez, vous foutez en l'air des réputations, des... Moi, je pense qu'il faut rappeler qu'on est dans un état de droit, qu'il y a une présomption d'innocence, que la présomption d'innocence, elle s'applique à tout le monde, aux députés, à Tariq Ramadan, à la boulangère, aux voisins, à tout le monde. C'est le principe de la démocratie, c'est les mêmes droits pour tout le monde ou pour personne. Donc la présomption d'innocence s'applique à tout le monde. Ensuite, c'est effectivement la justice qui doit instruire et rendre justice. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que Twitter ne remplace pas les tribunaux. Ça n'est pas parce qu'on accuse quelqu'un qu'il est forcément coupable. On est dans un état de droit, bien évidemment. Et est-ce que vous allez justement, ceux qui sont victimes de ces délations, de ces fausses délations, est-ce que vous allez les protéger ? Est-ce qu'il y aura un arsenal juridique? La loi les protège déjà. Vous savez que vous pouvez être condamné quand vous attaquez quelqu'un pour diffamation. Mais j'observe, bien sûr, qu'il y a assez peu, globalement, de fausses condamnations. On est de l'ordre de 2 à 4 %. Vous êtes un secrétariat d'État, on est en période de disette budgétaire. Vous avez des moyens de faire tout ça, là? On a des moyens, absolument. Il n'a pas augmenté votre budget? Si, il a augmenté. Il est passé à près de 30 millions, alors que de 2012 à 2017, il n'a jamais été exécuté au-delà de 22-23 millions. Donc il y a une augmentation du budget en propre. Et il y a aussi jusqu'à 30 millions. Et il y a aussi une augmentation du budget interministériel qui, là, est de 420 millions d'euros en interministériel. C'était combien avant? Je n'ai plus les chiffres exacts, mais on est en augmentation. D'accord. Alors, il y a un autre sujet sur lequel vous réfléchissez. Vous avez fait des annonces il y a quelque temps qui, paraît-il, étaient un peu hâtives, semble-t-il, sur la procréation médicalement assistée.
Je n'ai pas fait d'annonce sur la procréation médicalement assistée. Vous avez dit que ça sera une chose Alors, vous me donnez l'occasion d'y revenir. J'avais indiqué que la PMA, ce serait un sujet débattu à l'automne 2018, au moment des États généraux de la bioéthique, chose que la ministre de la Santé, qui est en charge de ce dossier, avait déjà dite avant moi, de même que le porte-parole du gouvernement. Je n'ai pas fait d'annonce et il n'y a pas eu non plus de rétropédalage après, contrairement à ce qui a été dit. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, comme je vous l'ai dit, ça n'est pas moi qui conduis ce dossier, ça n'a jamais été moi. Moi, je seconde aussi de la lutte contre l'homophobie. C'est la ministre de la Santé qui a cette responsabilité. Donc, le calendrier lui appartient, les contours du débat lui appartiennent. Elle a déjà indiqué que ce serait dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Me semble-t-il, on a parlé de fin 2018, mais encore une fois, je ne suis pas maîtresse de ce calendrier. Mais il semblerait que vous ayez décidé de l'ouvrir de toute manière aux femmes célibataires et aux lesbiennes aussi, non? Alors moi, j'ai rien décidé. S'il y a des états généraux de la bioéthique, personne ne peut penser que je suis opposée à l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes. Tout le monde sait que c'est ma position. C'était un engagement de campagne du président de la République, mais il a aussi pris un engagement de méthode. Son engagement de méthode, c'était d'associer très largement tout le monde, et c'est pour ça qu'il y aura ces états généraux de la bioéthique. Si ce qui se profile n'est pas en conformité avec ce que vous pensez, Marlène Schiappa, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, moi je suis respectueuse de la démocratie et du gouvernement. Il y a des arbitrages. C'est pas une question de soumission. On peut avoir des convictions personnelles et les défendre et avoir un arbitrage défavorable sur un dossier. Ça arrive dans tous les gouvernements, à tous les ministres. On a aussi souvent des arbitrages favorables. Je voudrais rappeler toutes les annonces qui ont été faites le 25 novembre par le président de la République, qui sont extrêmement fortes et historiques. C'était la première fois qu'un président de la République faisait une minute de silence pour rendre un hommage national à toutes les femmes mortes sous les coups de leur conjoint. D'accord. Est-ce qu'on peut légiférer en faveur, je ne dis pas que c'est le cas, mais que si jamais ça se produit, en faveur de la PMA... Vous êtes passion PMA aujourd'hui. Non, non, non. Un peu. Non, mais c'est un sujet grave. Sans ouvrir le droit à la GPA. Alors écoutez, moi, à titre personnel, encore une fois, je suis totalement opposée à la GPA. Il me semble que c'est la ligne également... Oui, mais la PMA, c'est pour les femmes et pour les couples de lesbiennes, mais la GPA, ça peut être pour les couples pas le sujet, vous savez, de gays. Non, non, l'ouverture de la PMA, ne décalons pas le débat. La question de l'ouverture de la PMA, c'est qu'actuellement, la PMA, elle est déjà autorisée en France. Oui, bien sûr, mais dans des cas très précis. Non, pour des femmes qui sont en couple hétérosexuel. Oui. L'idée, c'est qu'il y ait une discrimination actuellement avec les femmes qui sont en couple homosexuel ou célibataire. Ça n'a rien à voir avec la GPA. Moi, je suis opposée totalement à la GPA. Je militerai contre si nécessaire. Je pense que c'est la marchandisation du corps des femmes. Un couple d'hommes ne pourrait pas avoir le droit à des enfants? Un couple d'hommes pourrait adopter. Ah, pour adopter? Bien sûr. Mais s'ils veulent qu'il en soit autrement, ils vont à l'étranger? C'est possible en France. Écoutez, en France, en tout cas, ça n'est pas possible. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui partent pour l'étranger. Il y en a qui partent à aux États-Unis notamment. Effectivement. Oui, oui, il y en a qui font ça, oui. Bon. Et vous voulez les pénaliser, ceux-là? Écoutez, je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, si vous me passez cette expression sartoise au demeurant. Mais je pense que là, on n'est pas du tout dans ce débat, ni sur la GPA, ni d'ailleurs sur la PMA. Moi, je suis vraiment dans un débat violence sexiste et sexuelle. On est pleinement mobilisés sur ce sujet. La PMA, ce n'est pas à l'ordre du jour maintenant. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas fait, mais ça veut dire que ce n'est pas dans mon agenda immédiat. Donc vous reviendrez nous en parler. Avec grand plaisir. Alors maintenant, c'est aux internautes qu'on va poser la question, les questions, qu'on va relayer leurs questions avec Jean-Baptiste Semerjian. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Une première question de Flo qui s'énerve un petit peu et qui dit en fait le vrai enjeu c'est l'égalité femmes-hommes. Qu'est-ce que vous faites vous en 2 points sur l'égalité femmes-hommes au niveau salarial? Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a l'égalité femmes-hommes de façon générale. Et il y a l'égalité salariale. Alors l'égalité salariale, effectivement, c'est un énorme enjeu. Pour moi, ça va être un des enjeux majeurs avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je rappelle sur les faits qu'on est encore à 12 à 27% en moyenne selon les différentes études d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, y compris à poste égal. Qu'est-ce qu'on fait? On agit sur les causes de ces inégalités salariales. Je ne sais pas si vous avez 2 heures devant vous, mais en gros, on sécurise notamment le temps du congé maternité pour les professions libérales. On travaille sur l'orientation avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, parce qu'actuellement, une étude GenderScan factuelle nous montre qu'il y a de moins en moins de jeunes filles qui s'orientent vers les filières dites d'excellence, de nouvelles technologies, etc. Or, c'est là que se trouvent les emplois d'avenir et les emplois bien payés dans l'avenir. Donc, on travaille vraiment sur l'orientation. Et enfin, on met en place des mesures coercitives en direction des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations légales en matière d'égalité professionnelle et d'égalité salariale. Elles peuvent être frappées d'amende ? Il ne s'agit pas d'amende, il s'agit de dire qu'il y a des lois qui existent, il y en a une douzaine, vous savez, depuis 83 sur l'égalité professionnelle qui sont très peu appliquées. Je vous donne un exemple pour vous montrer que l'État doit commencer par balayer devant sa porte. La loi Sauvadet prévoit
40% de femmes dans les primo-nominations de hauts fonctionnaires. Or, il prévoit des amendes. Là, prévoit 90 000 € de pénalités financières, plus exactement, par unité d'emploi manquant, pour le secteur public. Or, on s'est aperçu qu'il n'y a aucun organe qui fasse des vérifications de manière très régulière, ni qui permette de réaffecter cela au budget de l'État. Donc, on est en train d'y travailler avec le ministère de l'Action et des Comptes publics pour faire en sorte que l'État s'autocontrôle et puis qu'on mette véritablement ces pénalités financières, bref, qu'on applique la loi. Autre question. Christine, vous remercie d'avoir saisi le préfet de l'Hérault contre la campagne de publicité à Béziers. Mais Célina regrette que vous tombiez un peu dans le piège du buzz de Robert Ménard. Vous êtes tombé dedans? C'est lui faire de la publicité? Écoutez, c'est une vraie question. Je me suis posé la question, bien évidemment. On dit mauvaise pub, c'est toujours de la pub, effectivement. Du coup, on parle de Robert Ménard, mais j'ai choisi de ne pas entrer dans les considérations, de savoir ce que souhaitait ou pas Robert Ménard et de condamner très fermement cela, y compris en faisant appel, effectivement, au préfet qui lui-même a saisi le procureur. Question très large, celle-là. Ginny vous rappelle que les hommes et les femmes ont des meilleurs résultats scolaires. Et ensuite, elle s'attriste un petit peu parce qu'elle trouve que les femmes sont rabaissées ensuite dans la société, notamment au niveau des salaires, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai qu'elles ont des meilleurs résultats scolaires? Alors, c'est ce que nous disent un certain nombre d'études, mais ce qu'on observe, mais là c'est un sujet un petit peu tabou, mais pardon de l'aborder quand même, ce qu'on observe, c'est que, y compris souvent, des femmes demandent des salaires moindres. Il y a plusieurs études qui montrent qu'en sortie d'école d'ingénieur, les femmes ont des prétentions salariales inférieures à celles des hommes. Je pense qu'il y a un phénomène d'autocensure de la part des femmes et qui intériorise pour certaines un certain nombre de stéréotypes. On ne valorise pas dans l'enfance, dans l'éducation, chez les femmes, le risque, la valorisation de soi, comme on le fait chez des hommes. Un garçon qui génère beaucoup de monde va être un leader, une petite fille qui parle sans cesse va être bavarde, par exemple. Toutes les propositions genrées de Mme Vallaud-Belkacem, vous les avez oubliées? Lesquelles, par exemple? Notamment de faire des cours, des abécédaires dans les écoles. Alors moi, je vous rappelle, je savais que je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, donc les programmes, je ne m'en mêle absolument pas, c'est la prérogative exclusive du ministre de l'Éducation nationale. Elle avait raison ou pas? Ça dépend. Sur le principe, oui. D'ailleurs, il y a une loi qui prévoit l'éducation à la sexualité à l'école. Sur la manière de faire, je ne pense pas. Je pense qu'on est dans une société qui n'a pas besoin de clivage, qui a besoin d'apaisement. Donc, il y a une manière générale pour le gouvernement. Plutôt qu'autre chose. Non, je n'attaque pas les anciennes ministres des droits des femmes. Najat Vallaud-Belkacem a fait plein de choses formidables. Je pense que la manière globale dont ça a été amené dans le débat de société a été une manière extrêmement clivante. Jade rappelle que Benoît Hamon voulait vous consulter sur la lutte contre le harcèlement sexuel. Oui. Vous êtes vu hier. Qu'est-ce que vous avez dit? Absolument. Écoutez, on a parlé justement de la manière dont on pouvait lutter contre le harcèlement sexuel dans les mouvements politiques. Je pense que c'est un enjeu majeur qui dépasse totalement les clivages politiques. Là, il n'y a pas de je l'avais fait avant, je le fais mieux, etc. Ça, c'est le PS, mais la gauche, à droite, c'est pareil, ils ont la même réaction? Écoutez, non, je n'ai pas été contactée par les Républicains sur ce sujet. Ça va peut-être venir, parce qu'ils attendaient leur chef. Peut-être qu'ils attendaient de se structurer. Si Laurent Wauquiez veut me consulter pour savoir comment il peut lutter contre le harcèlement sexuel, avec grand plaisir, je lui fais part de tout ce qu'on a mis en place. Dernière question. Dernière question. Sur Twitter, Diallo déclare « Moi, j'aime Schiappa ». Comment est-ce que vous expliquez, vous, votre popularité? Il y a aussi beaucoup de critiques à votre égard sur Twitter. Comment vous gérez cette présence, cette popularité? Comme disait Hegel, on ne juge pas un individu par la conscience qu'il a lui-même, donc je ne suis pas la meilleure placée pour juger du regard que les gens portent sur moi par définition. Et vous, comment vous expliquez la popularité? Écoutez, je ne sais pas, la popularité, c'est quelque chose qui va, qui vient. J'ai eu des débuts assez difficiles, y compris au Figaro. Vous n'avez pas toujours été très tendre avec moi. Et il me semble que là, on est dans quelque chose de plutôt positif. Donc je pense que peut-être les gens s'aperçoivent que je travaille, que je défends les sujets, peut-être de manière moins dogmatique que ce qu'on a bien voulu faire croire. Voilà, c'était le talk de Marlène Schiappa, qu'on remercie. Merci de vous être prêté à l'exercice. Merci à vous, auditeurs. Merci Jean-Baptiste. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.